Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Ce mercredi 12 février, Donald Trump a passé 2 coups de fil. Un premier de 90 minutes à Vladimir Poutine, un second beaucoup plus court à Volodymyr Zelensky. L'objectif, ouvrir des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, des négociations qui, si l'on en croit le journal d'appel de Trump, n'impliqueront pas l'Union européenne qui n'a pas été consultée. Le président américain a estimé possible d'arriver rapidement à la mise en place d'un cessez-le-feu et a annoncé poursuivre l'aide financière à l'Ukraine tout en exigeant en contrepartie la captation de terres rares dont le pays regorge de gisements. De son côté, le secrétaire à la défense américain maintient la position de l'administration Biden sur l'adhésion de Kiev à l'OTAN. C'est non. Sur le déploiement de troupes américaines en Ukraine, c'est non aussi. Ou sur le retour aux frontières de 2014, c'est encore non. Première étape des négociations, la rencontre à Munich ce vendredi 14 février entre le président Zelensky et une délégation américaine incluant entre autres le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et le directeur de la CIA John Ratcliffe. Alors Jean-Marie, Alain, on est toujours ravis d'entendre l'ouverture de négociations de paix. Pourtant, là, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Est-ce que ceux qui s'ouvrent, ce sont vraiment des négociations de paix ou l'organisation de la capitulation de Kiev, Alain ? D'abord, je crois qu'il ne faut pas parler de négociations de paix. Parce que ce n'est pas la manière dont c'est qualifié, ni à Washington, ni à Moscou, ni à Kiev, et c'est important. C'est négociations sur un cessez-le-feu. Donc c'est un peu différent que d'imaginer une paix et la fin des différends et la fin des conflits, notamment frontaliers, qui existent entre Kiev et Moscou. De même, si vous voulez, dans la série de lignes rouges qu'a rappelé le secrétaire à la Défense lors de la réunion de l'OTAN, il ne parle pas non plus de concession territoriale, si vous voulez. La formule, c'est de dire il n'est pas réaliste d'imaginer que les Ukrainiens vont reprendre maintenant par la force les territoires qui leur ont été volés par la Russie. Et c'est aussi le discours que tient Zelensky, c'est-à-dire négociation de cessez-le-feu, et puis dans 20 ans, ou lorsqu'il y a un autre type de relation entre la Russie et l'Ukraine, on pourra essayer de dire où passe la frontière et quelles sont les lignes frontalières sur lesquelles on se met d'accord. Pour le moment, il s'agit de se mettre d'accord sur une ligne de cessez-le-feu. Alors, une ligne de cessez-le-feu, ça peut durer longtemps. On a un exemple en Corée, ça peut durer très longtemps. Il y a d'autres exemples au Moyen-Orient. Mais c'est pour ça que les termes qu'on utilise sont assez importants quand même. En ce sens, si vous voulez, on ne peut pas imaginer qu'un président ukrainien, Zelensky, aille à la négociation en disant « bah oui, nous acceptons le principe de concession territoriale ». Non, nous acceptons le principe d'un cessez-le-feu, et puis peut-être que plus tard, quand la situation s'améliorera entre nos deux pays, on discutera des frontières. Alors, les discussions s'annoncent quand même déséquilibrées. On a vu déjà la différence de durée de coup de fil entre Poutine et Zelensky. Et finalement, Zelensky a juste été mis au courant par Trump du coup de fil qu'il avait eu avec Poutine. L'Europe, de son côté, n'a pas du tout été conviée. En fait, est-ce qu'on parle de négociations pour un cessez-le-feu ou est-ce qu'on parle d'un accord bilatéral entre Washington et Moscou, Alain ? Écoutez, c'est un des points les plus saillants de cette histoire-là et de ces dernières heures qu'on vient de voir. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Marie, on parlait d'un nouveau Yalta. Au fond, c'est les Russes et les Américains décident de ce qui va se passer en Ukraine maintenant. C'est-à-dire, ils décident de ce qui va se passer sur le territoire européen. Alors, il n'y a pas d'autre architecture de sécurité, il n'y en a pas. Enfin, il y a l'OTAN qui assure la sécurité de la plupart des pays de l'Europe, mais en dehors de ça, il n'y a pas. Et si vous voulez, c'est là où la négociation est hallucinante, parce que dans le même temps, pratiquement au même moment où le président Trump parlait au président Poutine pendant 90 minutes, la forme de cette conversation est intéressante. Il n'y avait pas d'autres personnes que les interprètes. Autrement dit, on ne sait pas quelle a été la teneur de la conversation. Il n'y avait pas de preneur de notes. Et les notes ensuite étant remises en général au service diplomatique ou au Conseil de la sécurité de la Maison-Blanche. Rien de tout cela. C'est courant d'agir comme ça pour un président américain ? Non, c'est pas courant. C'est arrivé une fois déjà lorsque Trump, dans une conversation avec Poutine, à la sortie de laquelle il avait désavoué les services de renseignement américains. Donc c'est arrivé déjà une fois. Mais c'est exceptionnel. L'interprète, lui, étant évidemment soumis à une obligation de secret professionnel absolu. Ça, c'est pour la forme de cette conversation. Au moment où elle avait lieu,
que le nouveau secrétaire à la Défense, Peter Hegseth, parlait à Bruxelles à l'OTAN. Il réaffirmait les positions américaines, qui étaient celles de l'administration Biden d'ailleurs. Il disait « Il n'est pas réaliste que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Il n'est pas réaliste qu'il y ait des troupes américaines sur place après un cessez-le-feu pour contrôler un cessez-le-feu. Ces troupes, a dit le secrétaire américain à la Défense, seront européennes et peut-être d'autres pays. Autrement dit, on dispose aussi de l'Europe. C'est-à-dire que c'est les Russes et les Américains qui nous disent « Bon, vous, les Européens, vous n'êtes pas à la table de négociation, mais c'est vous qui assurerez le respect de la ligne de cessez-le-feu. Vous devrez déployer 50 ou 100 000 hommes en Ukraine pour un certain nombre d'années, assez longtemps à mon avis, mais vous n'êtes pas partis à la négociation. Donc, c'est humiliant pour l'Europe et d'une certaine manière, je pense qu'elle le mérite. » Est-ce que l'Europe a une chance de s'imposer dans ces négociations, Jean-Marie ? Non, apparemment, aucune chance. Simplement, on est au seuil d'un bouleversement complet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on raisonnait en termes d'alliance. Nous étions les alliés des États-Unis. Les États-Unis avaient pour alliés les Européens. Cette notion d'alliance semble assez étrangère à Donald Trump et ne semble plus du tout être ni dans son vocabulaire, ni dans sa vision du monde. Donc je pense que déjà, il faut poser ce problème parce que ça isole en effet l'Europe et ça la laissera de toute façon sans défense et ça la laissera face à sa propre responsabilité. Ou bien elle se construit, ou bien elle se renforce, ou bien elle continuera de se déliter. Et c'est d'autant plus important que ce qui se passe sur la scène intérieure américaine retentit aussi en Europe. Sur la scène intérieure américaine, on voit petit à petit se mettre en place quelque chose qui est de moins en moins ressemblant à la République américaine, qui est de plus en plus ressemblant à ce qu'un Viktor Orban peut initier en Hongrie, c'est-à-dire une démocratie, entre guillemets, dite illibérale, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la démocratie libérale telle qu'on la pratique et telle qu'on la connaît. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'importe en Europe à travers un certain nombre de mouvements extrémistes, d'extrême droite, qui sont encouragés, qui étaient jusqu'à présent exclusivement encouragés par Poutine, mais qui le seront désormais aussi par l'attitude des États-Unis, d'une certaine façon, avec plus de porte-voix ou plus de groupes constitués pour défendre l'héritage qui était jusqu'à présent un héritage transatlantique. Donc c'est tout cela qu'il faut mesurer et qui est à l'œuvre en ce moment. Et face à cela, l'Europe, elle est prise de court parce que elle vivait tranquillement, sereinement sous le parapluie américain. On s'aperçoit que ce parapluie est aujourd'hui quasiment effacé, ou pour l'instant en tout cas. Elle vivait aussi dans une alliance, elle vivait dans une relation économique forte malgré tout entre les États-Unis et l'Union européenne. Et tout cela est aujourd'hui mis en cause, voire en voie d'être peut-être balayé. Donc, à la fois sur le plan de la stabilité extérieure, de sur qui s'appuyer à l'extérieur, et à l'intérieur, comment faire en sorte que la démocratie survive dans ce contexte, ce sont toutes ces questions qui sont posées par le changement de pouvoir aux États-Unis. Alain a dit que l'Europe méritait ce qui lui arrivait. On a vu dans un autre genre le vice-président américain, J.D. Vance, critiquer la régulation de l'IA par la Commission européenne. Quelques jours après, la Commission européenne annonçait son abandon, c'est dans un autre style, mais tout de même, à chaque fois, on a l'impression que la Commission européenne se plie aux injonctions américaines. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment fort et qu'on est suffisamment solide sur nos appuis ? D'abord, je ne crois pas que la Commission européenne ait ce pouvoir. Je pense que dans ce qui a été fait par la Commission européenne, il faut se souvenir de ce qu'a été l'action de Thierry Breton lorsqu'il était commissaire européen et qui était sur ces sujets et qui a permis à l'Europe d'accoucher d'une législation, de quelque chose qui encadre. Mais c'est une différence de fond entre la vision américaine de l'économie de marché et la vision européenne. Pour les Européens, l'économie de marché, c'est pas la jungle. Pour une partie des Américains, en tout cas ceux qui gouvernent aujourd'hui, c'est la jungle et il faut laisser les plus riches devenir encore plus riches et ceux qui possèdent de posséder encore davantage. Ce qui n'était pas le cas du gouvernement Biden, puisqu'il était dans les tuyaux quelque chose qui était de nature à limiter le jeu monopolistique ou les monopoles qui se sont constitués sur les nouvelles technologies et sur les entreprises qui dominent aujourd'hui l'univers d'une certaine façon. Il y a deux visions clairement différentes. Il n'y a plus trop de points d'appui de la vision européenne aux États-Unis, même si jusqu'à présent il y en avait. Et donc c'est cela qui est aussi à l'œuvre. Alors n'accusons pas la Commission européenne, elle est aux ordres des gouvernements
Donc les gouvernements donnent des consignes et la Commission essaie de les mettre en forme. Et la Commission européenne, jusqu'à présent, reste dans les clous de ce qui est discuté et demandé par les gouvernements. Autre point aussi sur l'absence de l'Europe à la table des négociations. Je l'ai dit, Trump a appelé Poutine, il a appelé Zelensky. Est-ce que, comme le disait Kissinger, il n'a pas réussi à trouver le numéro de téléphone de l'Europe, Trump ? Oui, moi je pense aussi que c'est un des problèmes qui se posent. Alors n'accusons pas la Commission européenne. La Commission européenne, elle obéit à ce que décide le Conseil. Elle peut prendre des initiatives, mais qui restent absolument symboliques, comme lorsque Madame von der Leyen a fait souvent le voyage de Kiev, mais c'est de l'ordre du symbole. Et ensuite, s'il n'y a plus de personnalité forte à la tête de la Commission européenne, c'est parce que les dirigeants européens qui choisissent le président de la Commission ne veulent pas de personnalité forte. Ensuite, la question que vous posée est institutionnelle. C'est-à-dire, si les Russes et les Américains veulent inviter un Européen à la table de négociation, parce qu'ils vont demander aux Européens d'être d'une certaine manière les garants de l'accord de cessez-le-feu, mais à qui s'adresser ? Quel est le monsieur Europe qui devrait siéger à la table ? Alors, a priori, on dit, si l'Europe, c'est l'Union européenne, eh bien, ça devrait être le président, par exemple. Le président en exercice de l'Union européenne, c'est-à-dire le Polonais Donald Tusk. Ça serait d'ailleurs un très bon interlocuteur. Et il a déjà eu des moments très difficiles avec Vladimir Poutine, mais enfin, ça serait un très bon interlocuteur. Mais nous ne le disons pas. Alors, il y a aussi la vice-présidente de la Commission, Madame Kallas, en charge des relations extérieures de l'Union. Mais enfin, bon, je pense que ces relations avec Poutine sont telles que c'est pas forcément facile, en tout cas, de l'imaginer à la table de négociation. Et puis, s'il s'agit d'une Europe plus large, incluant les Britanniques, parce que nous ne déploierons pas de troupes européennes en Ukraine sans les Britanniques. Et évidemment, les Britanniques doivent y participer. Ainsi, cette semaine, il y a eu une réunion qu'on appelle le groupe de Weimar, c'est-à-dire les Polonais, les Allemands, les Français, les Italiens et les Espagnols, mais nous avons invité les Britanniques pour parler, j'imagine, d'un déploiement éventuel de troupes en Ukraine et pour parler aussi du fait qu'ils sont laissés de côté par les Russes et les Américains concernant l'avenir d'un pays européen qui s'appelle l'Ukraine. Voilà, si on implique les Britanniques aussi, il aurait fallu, et ça aurait déjà dû être fait, avoir une madame ou un monsieur Ukraine pour l'Europe, avec un bureau ad hoc et un numéro de téléphone ad hoc. Nous n'avons pas cela. Donc, je pense que ça fait 3 ans que cette guerre dure. Au bout d'1 an de guerre sur le continent européen, on aurait pu imaginer un peu de créativité politico-diplomatique qui fasse que nous aurions eu un groupe de contact, incluant naturellement les Britanniques et peut-être même d'autres qui ne sont pas membres de l'Union européenne, et qui soit l'intermédiaire obligé d'abord des Ukrainiens et ensuite des Russes et des Américains. Nous ne l'avons pas fait. Alors, moi, je pense que tout cela est vrai, mais il faut tenir compte aussi de l'élément central dans ce qui nous préoccupe. Il y a eu une invasion en bonne et due forme, une tentative d'invasion en bonne et due forme de l'Ukraine par la Russie. Tout le monde a alors pris conscience que l'objectif stratégique de Vladimir Poutine, c'était de reconstituer ce que l'on appelait à une époque l'étranger proche, donc de reconstituer le glacis qui protégeait, entre guillemets, l'Union soviétique, à une époque protégeait, c'est-à-dire maintenait sous le joug et sous la dictature soviétique un certain nombre de pays européens, qui entre-temps s'en sont libérés. Mais face à cette agression russe, quelle a été la réponse américaine? Ou plus exactement, quelle est la philosophie de Donald Trump, puisque c'est lui le président des États-Unis? C'est une philosophie où jamais en 40 ans de vie politique, Donald Trump n'a donné tort à Vladimir Poutine. Son premier mandat, il n'a jamais donné tort à Poutine. Son second mandat qui est en cours, il ne donnera pas tort à Poutine. Et on voit manifestement qu'il y a une sorte de connivence entre les deux, à laquelle s'ajoute une sorte de fascination de Trump pour l'homme fort. Et l'homme fort, c'est Poutine. Et donc, il y a une sorte de condominium qui est en train de se remettre en place, grâce à, d'une certaine façon, à l'habileté de Poutine face à Donald Trump, et qui commande tout le reste, et qui fait que les États-Unis s'éloignent de l'Union européenne, partageant en partie d'ailleurs l'obsession poutinienne anti-Union européenne. Donc c'est ça l'élément central. Et c'est en ça que l'Europe se trouve aujourd'hui désarmée, parce qu'elle ne peut plus raisonner comme on raisonnait auparavant. On raisonnait auparavant en termes de sphère transatlantique. Aujourd'hui, non, on ne peut plus. On a Vladimir Poutine qui, objectivement, menace déjà d'autres pays européens.
Je pense à la Moldavie, je pense à la Géorgie où il a repoussé à nouveau des pions, je pense aussi à la Roumanie qui a dû renoncer à une élection présidentielle à cause des ingérences russes. Donc il suffit d'interroger d'ailleurs les Polonais pour faire l'inventaire de ce qui menace l'Est de l'Europe aujourd'hui. C'est tout cela qui est en jeu. Et parallèlement, on peut dire oui, mais ce que Poutine a gagné, c'est au fond l'élargissement de l'OTAN à des pays qui étaient historiquement et traditionnellement neutres. C'est vrai pour la Suède et la Finlande. C'est tout à fait exact. Sauf que l'OTAN aujourd'hui, vu par Donald Trump, est quasiment vidée de sa substance, puisqu'on se souvient des discours de Trump sur le fameux article 5 qui est censé protéger les membres de l'OTAN face à des agressions extérieures. On voit bien que c'est le dernier de ses soucis. Donc on est là face maintenant à une nouvelle donne mondiale qui est une donne où il y a une alliance objective entre le président américain et le président russe sur le dos principalement d'abord des Ukrainiens, mais aussi de l'ensemble des Européens. Jean-Marie parle d'un monde nouveau dans lequel on vit, mais regardez un autre symbole. Les Russes et les Américains, apparemment, lors de cette conversation, Poutine et Trump se sont entendus pour une prochaine conversation face à face, une prochaine rencontre. En Arabie Saoudite. Entre eux. Peut-être pour des raisons d'itinéraire des uns et des autres, c'est plus facile de le faire en Arabie Saoudite. Mais écoutez, c'est quand même étrange. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Nous avons en Europe une ville qui s'appelle Genève, une ville suisse, où les Nations Unies sont implantées. C'est la base européenne de l'ONU. C'est vous dire à quel point c'est un pays neutre en plus. Tout ça ne compte plus. L'ONU ne compte plus. On entre vraiment dans un autre monde qui est un monde où des superblocs et des hommes forts, comme le prétendent être Trump et Poutine et Xi Jinping, décident de ce à quoi va ressembler le monde. C'est un monde de rapport de force pur et simple. Il s'agit de l'Europe. On va en discuter en Arabie Saoudite. Les 3 plus grands producteurs de pétrole, les Saoudiens, les Russes et les Américains, vont se retrouver à Riyad pour discuter de l'avenir de la sécurité européenne. C'est un assez bon symbole du monde dans lequel nous vivons. Je voudrais aller encore plus loin sur cette analyse du monde dans lequel nous vivons et qu'on évoque cette phrase du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a dit, après le coup de fil entre Poutine et Trump, le président Poutine a mentionné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit et a convenu avec Trump qu'une solution à long terme pouvait être trouvée. Qu'est-ce qu'il entend pour vous quand il parle des causes profondes du conflit entre Kiev et Moscou ? Alors les Russes ne le cachent pas. Les causes profondes du conflit, c'est que les Russes ne sont pas d'accord avec la définition des frontières telle qu'elle a été établie par eux-mêmes, d'ailleurs, et en accord avec les Occidentaux, les frontières de 1991. Au moment de la dissolution de l'Union soviétique, il fallait s'entendre sur les Russes accordaient à un certain nombre de pays une forme de libération, ils s'en allaient de ces pays, et on s'entendait sur les frontières. Donc on s'est entendu sur les frontières de 1991, et on s'est entendu sur un deuxième principe, tout ça figure dans les traités. N'est-ce pas ? Tout ça figure dans les traités conclus à la fin des années 90. Enfin, disons, pendant toute cette décennie, il y a une palanquée de traités qui fixent les frontières en Europe, une fois de plus. Et naturellement, on s'entendait aussi sur un deuxième principe qui était l'inviolabilité de ces frontières, et notamment qu'on ne les change pas par la force. Donc, ces frontières, les Russes n'en veulent pas. Ils veulent la Crimée, ils veulent le Donbass, ils veulent tout ce que vous voulez, mais ils n'en veulent pas. Ça, c'est pour les frontières géographiques. Mais les Russes aussi, comme les Chinois, d'ailleurs, disent « nous avons droit à une zone d'influence ». Après tout, les Américains, vous avez une zone d'influence sur le continent américain. Vous avez même théorisé votre droit à une zone d'influence au 19e siècle. Eh ben nous, c'est pareil, disent les Chinois et les Russes. Et ça aussi, c'est ça qu'ils entendent. Les causes de la guerre, c'est ça. Revenir sur ce qui a été décidé en 1991, faire admettre le principe d'une zone d'influence, et les malheureux pays qui sont à l'intérieur de cette zone d'influence ne disposent pas du choix de leurs alliances. Pour finir le tableau sur les relations russo-américaines, je voudrais qu'on parle d'une nomination, d'une confirmation même par le Sénat, celle de Tulsi Gabbard, qui est devenue directrice des services de renseignement américains, c'est-à-dire près de 18 agences. Vous m'arrêtez si je me trompe, Alain. Cette Tulsi Gabbard est une ancienne démocrate, soutenant Bernie Sanders, passé soutien de Trump, mais aussi une pro-Poutine et pro-Assad, à la tête du service des renseignements américains. C'est l'illustration du principe de la composition du gouvernement de Donald Trump. La compétence n'est pas ce qui compte. Ça n'a rien à voir.
La compétence n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la loyauté à sa personne. Mais au risque de mettre en péril la sécurité nationale américaine et voire la sécurité mondiale. Bien sûr, et on le verra. On ne le saura pas forcément. Mais Madame Gabbard, qui a 44 ans, qui est une jeune femme d'origine indienne, qui appartient à une secte hindouiste, les Hare Krishna, qui d'ailleurs dans cette église a une position hiérarchique. Elle joue de la sitar tous les week-ends et elle est née à côté de Hawaï. Elle a d'abord commencé par être députée à Hawaï, à la Chambre des représentants locale à Hawaï, et puis elle était démocrate, elle était très démocrate, à la gauche du Parti démocrate, et puis elle a été élue ensuite à la Chambre des représentants. Entre-temps, elle est entrée dans la réserve nationale, elle a signé un contrat, elle a été déployée en Irak et au Koweït. Voilà son expérience pour diriger l'ensemble des services de renseignement. Mais elle s'est fait remarquer par ses prises de position politiques, naturellement, qui étaient un copier-coller des positions russes, notamment sur l'Ukraine, mais pas seulement sur l'Ukraine, aussi sur la Syrie. C'est un copier-coller des positions russes. Elle a même été jusqu'à dire que les Occidentaux étaient responsables de l'invasion de l'Ukraine. Et donc, elle est dans une ligne de défense de Vladimir Poutine. D'ailleurs, elle a aussi défendu massivement, elle a proposé une loi d'amnistie au Congrès fédéral, lorsqu'elle était élue au Congrès fédéral, lorsqu'elle était encore démocrate, elle a proposé une loi d'amnistie d'Edward Snowden. Vous savez, c'est lui qui a travaillé pour une des plus grandes agences de renseignement américaines, la NSA, et c'est lui qui a livré au monde entier un certain nombre de secrets d'État. Donc vous pouvez imaginer la joie des services secrets américains d'avoir cette jeune femme qui a beaucoup d'allure et qui chante très bien. Je l'ai écouté psalmodier plutôt, si vous voulez. C'est une sorte de musique néo-punk, on pourrait dire, dans le temple, tout en me gardant bien de porter le moindre jugement de valeur sur sa religion, mais elle est inattendue. Et puis, à un moment dans sa carrière, elle a changé de parti quand Trump est arrivé, et elle a été séduite par Trump, et voilà pourquoi elle se retrouve là. Sur la Syrie, elle a défendu les positions de Bachar al-Assad, elle s'est rendue à Damas pendant la guerre, elle a été reçue par Bachar avec tous les honneurs. Bon, cette fois-ci, elle ne portait pas son costume qu'elle porte lorsqu'elle préside aux cérémonies dans sa secte, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas un collier de fleurs, qui est ce qu'elle porte tous les week-ends quand elle va jouer de la sitar. Alors les questions se posent déjà, notamment qu'est-ce qui va se passer sur l'échange d'informations. D'abord avec le premier cercle, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Five Eyes, le monde de l'anglophonie. Est-ce qu'on va faire circuler tous les renseignements ? Ça m'étonnerait beaucoup. Et de manière plus large, avec les autres alliés, ça m'étonnerait beaucoup aussi. Toujours à Washington, on a assisté ce mardi 11 février à une scène surprenante dans le bureau ovale, Elon Musk, avec un de ses fils dont je ne pourrais pas vous prononcer le nom, aux côtés d'un Donald Trump qui semblait dépassé par les événements. Dans le même temps, dans une interview à l'Express, l'historien Timothy Snyder expliquait sa vision du tandem Trump-Musk. L'un détourne l'attention avec ses outrances, Groenland, Canada, pendant que l'autre, avec son Doge, opère une sorte de coup d'État à bas bruit. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse, Jean-Marie ? Oui, ça y ressemble en tout cas. Ça ressemble, le jugement de Snyder a l'air pertinent parce que c'est lui qui mène vraiment la contre-révolution, à la fois absolument, et qui est au fond la prise de pouvoir des 4 ou 5 personnes les plus riches des États-Unis. Donc Poutine n'a plus le monopole des oligarques. Je dirais, il gouverne Poutine avec ses oligarques et Trump va faire de même. Les oligarques étant pilotés par Elon Musk, avec une défaisance d'institutions, d'agences fédérales qui est absolument impressionnante. Là, il ne s'agit plus de la thématique habituelle des républicains qui consistait à dire, notamment avec Ronald Reagan, on va annuler ou défaire le New Deal. Parce que le New Deal, ça conduit à l'État-providence, et l'État-providence va trop loin, nous ne sommes pas ni socialistes, ni communistes, etc. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit, là. Il s'agit de défaire l'ensemble du système, la République telle qu'elle fonctionne, avec ses contre-pouvoirs. Et ce sont les contre-pouvoirs qui sont annulés en l'espèce. Les contre-pouvoirs qui devraient être au sein même du Parti républicain, il n'y en a pas évidemment. Au sein même du Congrès, le Congrès, les opposants sont minoritaires et bien silencieux. Il reste les juges. Ça ne peut pas être les juges de la Cour suprême, parce que les juges de la Cour suprême sont totalement acquis à celui qui les a nommés, c'est-à-dire à Donald Trump.
Donc ça peut être ici ou là un juge fédéral. Ça peut être aussi des gouverneurs de certains États qui peuvent être tentés, et que certains le sont d'ailleurs, de s'organiser pour résister à un certain nombre de mesures. Mais néanmoins, la machine avance, et elle avance d'autant Trump plus... Trump a dit lors de cette journée respecter toutes les décisions des tribunaux à venir, s'il y avait des recours, mais qu'il ferait appel par la suite. Donc finalement... Donc il ne les respectera pas. S'il fait appel, c'est qu'il est en désaccord avec... Enfin, de toute façon, il a commencé par demander des poursuites contre les agents du FBI, contre les juges qu'il avait mis en cause, lui, qu'il avait mis en cause à juste titre, parce qu'il faut toujours rappeler que c'est un repris de justice, Donald Trump, et qu'un citoyen normal qui, en dehors de Trump, devrait être aujourd'hui subir une condamnation pour les différentes affaires, sans parler du raid et de l'agression contre le Capitole, qui étaient quand même les prémices d'un coup d'État. Il fait poursuivre les juges et les agents de renseignement du FBI, etc., qui étaient impliqués dans la recherche des coupables dans ces affaires-là. Voilà, ça montre bien le peu de considération qu'il accorde au jeu traditionnel des contre-pouvoirs aux États-Unis. Donc ça change complètement la philosophie même des institutions américaines, qui étaient bâties sur l'idée d'un compromis, et qui étaient bâties sur la nécessité de compromettre en permanence entre la présidence et le Congrès, qui était bâti aussi sur l'idée que ces contre-pouvoirs ont autant de vertus et de valeurs que le pouvoir lui-même, et qui, au fond, nécessitait que la discussion, de fait, soit permanente. Or là, il ne s'agit plus de discussion du tout. Il s'agit de deux univers séparés, et voire de points d'appui qui sont des points d'appui absolument extrémistes et plus proches des extrêmes qui, jusqu'à présent, étaient sous le regard des institutions fédérales et qui désormais ne le seront plus. Merci Jean-Marie, merci Alain. Cette fois, je ne vous dirai pas à la semaine prochaine, puisque je cède ma place à la rédactrice en chef de Slate, Hélène de Commer. Merci messieurs donc pour ces 262 épisodes du Monde devant soi. J'en ressors bien plus savant et éveillé face aux grands enjeux de ce monde et de ses soubresauts. Je tiens également à remercier Aurélie Rodriguez pour son travail de réalisation et de production, Marius Sor pour son aide sur la préparation des épisodes du Monde devant soi, l'interview, et bien sûr, merci à vous toutes et tous, toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Salut et bonne chance. Salut Christophe. Merci Christophe pour ces 262 semaines avec toi. Et merci Aurélie et Marius. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.